Dès la fin des années 60, Taizen Deshimaru, maître zen Soto, initie les Occidentaux à la pratique de la voix et fonde de nombreux dojos en Europe. L'art de la calligraphie, transmis de Chine vers le Japon lors de la traduction des textes bouddhiques, est pratiqué par de nombreux moines et moniales. Comme la méditation, la calligraphie est un art de l'instant. C'est une recherche intérieure qui s'extériorise, ici et maintenant. La trace du mouvement de l'esprit. C'est vrai que je suis tombée un peu dedans parce que au départ, c'était la pratique zen. Moi, ce qui m'intéressait, c'était trouver un sens dans ma vie, quoi. Mais comme effectivement, j'ai cette particularité d'aimer peindre, j'ai mêlé les deux, quoi. Vous voyez ? Tout simple. Ça n'est pas quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je peux calligraphier comme après je vais faire le ménage. Et, vous voyez, c'est pas quelque chose de mystérieux, d'ésotérique, rien du tout ça. C'est la vie normale. Et moi, dans ma pratique de pratiquante zen, je le mets à la même niveau que le quotidien. C'est quotidien, quoi. Un espace de calligraphie, en général, est très dégagé, une table claire, vous voyez, la lumière, une belle lumière, des choses simples, de l'eau, de l'encre et un pinceau et du papier, quoi. Cette trace de calligraphie, elle traverse les âges, elle traverse les siècles, parce que il y a une présence qui s'est mise là dans la trace, en fait. Il y a une présence, parce que la calligraphie, c'est aussi un art, de l'instant, mais c'est un art où on peut voir aussi la créativité de la personne qui le fait, quoi. On peut voir beaucoup de choses, même si on ne comprend pas le mot. On peut sentir la personne. Voilà. Par exemple, les empereurs chinois, certains pouvaient calligraphier d'une manière comme des sabres. Ils coupaient le papier comme ça, tranchaient. Et ils tranchaient les têtes aussi. Ils étaient dans cet esprit. Les maîtres zen, ils ne tranchent pas vraiment les têtes. C'est différent. Alors, vous avez des calligraphies, par exemple de Musso, qui était un maître zen et qui a calligraphié. Il y a une présence incroyable de la force avec laquelle ils étaient là, quoi. C'est tout, ils étaient là. C'est tout, c'est pas... Il n'y a rien de sacré sous le soleil, hein. L'écriture tibétaine a été créée de toutes pièces, en fait, à peu près vers le 5e, 6e siècle de notre ère. D'une part, pour diffuser les édits impériaux aux différentes directions de l'Empire. Et également, le bouddhisme
entre sur le territoire tibétain. Et la deuxième problématique, c'est de trouver un moyen qui permette la retranscription dans leur propre langue d'écrits qui jusqu'alors n'existaient que dans d'autres langues présentes dans toute l'Asie. L'écrit est également, dans le bouddhisme même, un des lieux de refuge. On l'appelle un lieu de refuge. Quelqu'un qui devient bouddhiste, en fait, donne sa confiance en l'enseignant suprême, disons le Bouddha, et les maîtres spirituels qui apparaissent au fil du temps. Mais il donne toute sa confiance également dans les écrits qui, eux, véhiculent l'essence même de la doctrine du Bouddha. L'écriture tibétaine, en fait, est une écriture qui ne se fait pas dans une absolue linéarité, mais fait également des grands détours vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, pour envelopper une syllabe. Un écrit tibétain n'est pas un écrit ordinaire. Un écrit tibétain ne sera jamais mis par terre ou laissé n'importe où. Il est toujours mis en hauteur, il est toujours enrobé, préservé, enrichi de différentes façons. Il conserve une position qui est peut-être relativement inégalée dans les différentes cultures mondiales. En fait. Dans le bouddhisme tibétain, c'est le tanka qui est la trace et le signe de la recherche spirituelle. Alors les tankas, c'est un mot tibétain qui va décrire une peinture, mais pas forcément roulée. Il y a une traduction en fait qui est erronée, de dire que c'est une peinture roulée. En fait, ça va être roulé, mais c'est pas forcément une peinture, parce qu'il y a des tankas qui sont faits en tissu collé, d'autres en broderie. Donc en fait, on peut pas dire que c'est uniquement une peinture. Ce sont des peintures donc on ne peut pas dissocier avec le bouddhisme, pratique religieuse du bouddhisme. Ce sont en fait des représentations de Bouddha ou de déités. Au début, aux élèves, on donne ce type de grille, donc ça peut être plus petit. C'est pour s'entraîner au dessin. Après, on n'a plus besoin de ce type de grille parce qu'on sait exactement, on connaît bien les proportions. Une fois terminés, ces tankas vont servir donc de support de méditation finalement. Lorsqu'on évoque les qualités d'un Bouddha devant une représentation, eh bien, on a tout bénéfice, tout avantage d'imaginer que c'est réellement le Bouddha qui est devant soi. Et donc, finalement, pourquoi ? Parce que on va avoir une foi beaucoup plus grande. Et donc, ça va être un support extrêmement fort. À la base, j'ai une formation de restauration de tableaux. Donc la première fois qu'on m'a confié un tanka, j'étais un peu étonnée. J'ai refusé le travail en disant je ne peux pas toucher une œuvre que je ne comprends pas. Donc j'ai demandé au musée Guimet, aux gens autour de moi qui connaissaient un petit peu ce domaine, de m'expliquer. Et j'ai commencé à pénétrer simplement la partie technique et pratique. Comment était fait le tanka, les couleurs, les matières, les enduits, la toile. Et j'ai essayé d'avoir une vision d'abord théorique et technique. Alors, on ne reste pas insensible, quand on est restauratrice de tanka, à ce qui est peint. C'est-à-dire que ces divinités rayonnent quand même. La pratique du tanka se fait de maître à élève. Un maître enseigne la façon de peindre. Donc on a des écoles picturales de tanka. Dans le bouddhisme est séparé en 5 grandes écoles religieuses, donc qui définissent des types de peintures particulières, des thèmes particuliers développés.
Et cet enseignement s'est un petit peu perdu au fur et à mesure des siècles. Ce passage entre œuvre religieuse et œuvre picturale, il est très difficile à définir. Est-ce qu'une œuvre, un tanka qui rentre au musée Guimet, perd de sa fonction religieuse? Je crois que ça dépend beaucoup du regard de celui qui observe le tanka. Un tanka est vraiment important dans la pratique bouddhiste. C'est pour nous une forme de générosité à l'égard des personnes qui nous environnent. Cela leur permet de voir le Bouddha et de pouvoir le rencontrer. Un tanka est aussi un instrument d'étude et d'éducation. Bien sûr, pour le pratiquant, un tanka sert de support de méditation. En l'observant, il se représente un état d'esprit. C'est aussi un aide-mémoire, puisque chaque détail de la forme du Bouddha rappelle que pour obtenir ses qualités physiques, il faut d'abord développer des qualités intérieures. Chacun de ces détails est le résultat d'un long cheminement spirituel. Lors des rituels, les tankas qui ornent les murs du temple sont aussi évocateurs de la multiplicité des états d'esprit, des humeurs, des préoccupations humaines. Leur observation minutieuse et méthodique permet d'en explorer la complexité, d'en avoir une connaissance profonde.